De Radio Pluriel, j'entends le retour, ça y est, c'est bon, merci Bernard. Voilà, on est nombreux au studio ce soir pour un événement littéraire et on va parler polar. Alors j'espère que vous aimez les polars et sinon si vous les aimez pas, vous faites comme moi, vous allez à la découverte parce que c'est bien sympa, on découvre plein de choses. Alors pour cette soirée spéciale polar, deux invités. Le premier à ma droite, Jean Ducreux. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, voilà. Qui sort un polar, je crois, il y a quelques mois déjà. Novembre, en fait. Novembre 2017. Le héros de la RD 311. Voilà, publié, on dira la publication tout à l'heure. On va s'y attarder. Et puis, on a invité aussi Gérard Potiron. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Voilà. Parce que les polars, il connaît, il en a écrit 2 déjà, et on n'avait pas eu l'occasion d'en parler à notre antenne. Voilà, on avait raté un rendez-vous des auteurs locaux, parce que c'est un petit peu dans ce sens qu'on vous reçoit. Vous êtes des Lyonnais, quelque part. Lyonnais, Forésien. Lyonnais, Forésien. Oui, Lyonnais, oui. Depuis 65. Voilà. Je suis un Lyonnais d'adoption, on va dire. D'adoption. Il y a d'autres villes après, donc on va retrouver d'ailleurs dans vos romans, on en parlera. Voilà. On a invité aussi André Jacquet, qui était venu interviewer la semaine dernière une romancière sur l'esclavage blanc, les captifs, avec le retour des captifs, et qui sera un petit peu notre candide ce soir, peut-être lecteur, enfin, on verra tout ça. Alors moi, je suis né à Lyon. Il y a longtemps, mais quand même. Alors des ouvrages qui ont la particularité, effectivement, de se situer sur notre territoire. Donc je dois dire que c'est très très sympa de retrouver des endroits qu'on connaît, que ce soit polar ou autre d'ailleurs, mais bon, on parcourt et l'imaginaire ne véhicule pas du tout les mêmes images que quand on ne connaît pas. Oui, c'est très très différent. Alors nos deux écrivains, vous êtes bien sûr pas écrivain à part entière, vous avez eu une vie avant l'écriture, peut-être ou pas. Oui, l'écriture, moi, ça me botte vraiment. Et là, je suis en train de bosser sur le tome 2 avec les mêmes personnages, sauf les morts du premier, évidemment, et qui va sortir probablement en juin. Et ça me passionne. Donc là, pour moi, c'est parti, quoi. Ouais. Gérard aussi, je crois qu'il y a un projet en cours. Oui, actuellement, j'attaque mon 4e. Bon, c'est dur aussi d'écrire un peu... si tu veux, de façon continue et régulière, mais parce qu'on a quand même une vie quotidienne qui est chargée, mais j'essaie de mener mon projet à bien sur le 4e livre. Voilà. Alors pour mieux vous connaître, on va aborder chacun, peut-être chacun son tour pour pas trop se mélanger. On va commencer par Jean. Oui, bien. Voilà, Jean Ducreux, qui a des hétéronymes, non? Parce que vous m'envoyez des mails avec toutes sortes de noms. Jean Ducreux est mon nom de plume, mais en fait mon nom de baptême est Jean-Guy Pascal Ducreux. Voilà. Jean-Guy. Ah voilà, c'est pour ça que il y a JB ou JG, JGB. Puis après j'ai vu un Alfred, je sais pas quoi, aussi qui m'est arrivé. Ah bon, d'accord, mais ça c'est autre chose. C'est pas des hétéronymes comme Fernando Pessoa. Tout à fait. On peut dire ça d'une certaine manière. Ah, oui. Donc tout à l'heure je vous ai dit, vous aviez peut-être une vie avant l'écriture, donc une vie professionnelle, une vie personnelle. Est-ce qu'on peut la retracer en deux Tout à fait. En quoi elle va peut-être s'immiscer dans vos romans? J'ai un parcours un peu tortueux, donc je pense pas que je vais le commencer au tout début. Simplement, je vais dire que je suis prof d'anglais à l'université du Rhin, au campus de la Doua. Et en fait, je n'ai pas vraiment le temps d'écrire dans une année universitaire parce que j'ai trop à faire. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un peu un pépin de santé qui m'a tenu éloigné du campus pendant un certain temps. Alors si on a des auditeurs qui sont étudiants à Lyon 1, je les rassure, je suis toujours vivant. Et durant la chimiothérapie, eh bien, ma foi, j'ai eu l'idée de cette intrigue. Et j'avais déjà construit des histoires, des intrigues dans une vie de scénariste auparavant. Mais là, c'est pas du tout la même démarche, c'est-à-dire que je me sentais pas capable de mettre autant de mots sur le papier, quoi. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé à telle enseigne qu'aujourd'hui, eh bien, je m'efforce de ne pas trop en mettre.
Je veux avoir un langage plus utilitaire que littéraire, clairement, et je veux que ça fasse avancer une histoire et qu'elle avance vite et bien. Et je ne veux pas que faire des bouquins de 600 pages, quoi. D'accord. Mais enfin, donc, pour mes étudiants, je reprendrai, peut-être pas à la rentrée de septembre, mais je reprendrai un jour, voilà. D'accord. Donc des impasses ou des fractures dans le temps qui ouvrent sur d'autres choses. L'écriture, elle est venue donc d'un arrêt, tout à fait, oui. Pas choisi. Et vous savez, oui, quand on se fait soigner, etc., ben, on s'ennuie un petit peu, et puis bon, une bonne mécanique mentale qui fait que pourquoi ne pas écrire, quoi. Alors il me semble que j'ai vu quand même sur votre site ou quelque part qu'il y avait pas mal de scénarios que vous aviez proposés, certains sont devenus des films. Alors certains sont devenus uniquement des courts-métrages, et en fait sur le nombre de contrats de long-métrage que je les ai signés, 4 en tout, dont 2 bien rémunérés. Eh bien, en fait, la difficulté, c'est que les producteurs ne trouvent pas forcément les financements, et donc le film ne se fait pas. Même sur le dernier que j'ai écrit pour un producteur parisien, j'ai un avocat à la SACT qui gère mes contrats, et j'ai touché tant sur le contrat, en fait la moitié, 50% du contrat, et je suis censé toucher 50% supplémentaire au premier tour de manivelle. Le premier tour de manivelle au cinéma, en fait, c'est l'engagement du premier assistant metteur en scène. Et en fait, ça n'arrive pas, quoi. Donc j'ai eu des courts-métrages qui ont vu le jour, des choses un peu expérimentales, pas toujours très très réussies, quoi. Et ce qui me change vraiment avec le roman, c'est qu'aujourd'hui, je peux dire qu'en 2 mois, j'ai plus de 250 lecteurs, et c'est merveilleux. Quand je faisais un scénario, quelquefois, ça touchait 10 personnes, et puis c'est tout. Donc c'était très frustrant. Alors que là, il y a une sorte de feedback immédiat qui est assez sympathique, quoi. Voilà, déjà, ça campe bien l'auteur, bien vivant par rapport à sa création. Je m'adresse à Gérard Potiron, puisqu'on a bien sûr Jean Ducreux et Gérard Potiron ce soir. Après, on parlera de leur livre. Alors, Gérard, le rapport à l'écriture de polar ou de roman, puisque c'est aussi votre cas, donc c'est venu comment ? Alors, il y a une similitude avec M. Ducreux, donc, puisque moi aussi, mon premier roman... j'avais été opéré, donc j'étais arrêté sur une quinzaine de jours, et c'était l'hiver, donc j'ai pris des feuilles blanches et j'ai commencé à écrire mon premier roman, Léla, ou l'amour de mon pays d'enfance, donc il n'y a rien à voir avec un polar, et c'est comme ça que j'ai commencé mon premier roman. Voilà. En rappelant les souvenirs de l'enfance au Maroc. Voilà, l'enfance au Maroc, l'adolescence. Ouais. Voilà, et alors après... Comme j'étais dans la police, bien sûr, j'avais la matière... Très important d'être dans la police, on va en parler ce soir. J'étais dans la matière de ce que je pouvais écrire, et donc j'ai continué à réfléchir et à donc me lancer dans des romans plus ou moins, là sur le terrorisme et la police, le dernier, plus centré sur Lyon, le dernier, donc plus, si tu veux, un peu dans la lignée du travail de police que j'ai fait. Voilà. Oui. Le tu passes parce qu'en fait on habite la même commune, on habite à Corba. Est-ce que je peux non on peut le dire. Hein, donc, alors que Jean il est lyonnais forésien, donc. Oui, voilà. Voilà. Mais plutôt lyonnais dans Intramuros, je suis dans le 2e, moi, voilà. Oui, dans le 2e, et puis peut-être à d'autres moments vers Saint-Saint. Dans la plaine du Forêt. Vers Saint-Saint, rien sur Coise. Saint-Saint-sur-Coise, oui, c'est la... Oui, j'y passe très très souvent parce que j'ai de la famille et des amis là-haut, et c'est vrai que ça m'avait donné l'idée de ce polar-là. Oui, on verra les gendarmes de Saint-Saint, comment ils sont. Hein. C'est pas Saint-Saint-Florian. Alors, il s'est passé un truc assez extraordinaire, c'est que un jour j'ai reçu un email d'un député qui s'appelle Thomas Gassillou, 10e circonscription du Rhône, et qui me dit: j'ai trouvé votre polar, je l'ai acheté. Alors, je ne sais pas comment il a fait, mais il l'a trouvé. Et il me dit: écoutez, un roman qui se passe dans notre commune, c'est vraiment pas banal. Et donc, j'aimerais que vous passiez nous voir et que vous fassiez une signature chez nous. Et donc, j'ai accepté, évidemment. Donc, la signature est à venir. Et puis, la semaine dernière, il me fait un 2e email en me disant: j'ai acheté un 2e exemplaire de votre bouquin et je l'ai offert au commandant de gendarmerie
de Saint-Symphorien-sur-Coise. Et alors là, j'étais très mal parce que le commandant de la brigade territoriale de Saint-Symphorien-sur-Coise, j'en fais un personnage un peu comédique. Il est intelligent, il est ambitieux, mais il embête un peu le monde, quoi. Donc j'étais un peu tendu. Et alors donc on m'a donné son numéro son téléphone et son adresse email. Je n'en ai pas encore profité. Je sais simplement que c'est un grand gaillard d'1m95 qui a 39 ans. Et je me dis que bon, j'espère que je ne lui ai pas trop déplu, quoi. Voilà. Donc déjà on est bien ancré localement, hein, donc dans Lyon, dans le Forêt, que j'aime particulièrement. Gérard, donc, à Corba, où il a beaucoup d'activités, il est bien connu. Et je crois que son expérience professionnelle, elle n'était pas loin, elle était dans le secteur. Oui, donc j'ai commencé, ma carrière comme inspecteur à Vénissieux. Donc on traitait toutes les affaires jusqu'au crime et au vol à main armée, hein, toutes les affaires criminelles. Et puis après, bon, j'ai été un peu d'enseignement. Et puis après, je suis dans les brigades spéciales sur la répression des actions violentes, voilà. Et puis après, j'ai terminé aussi sur l'investigation, donc à Saint-Étienne. Donc j'ai été 3 ans à Saint-Étienne. Voilà, 3 ans à Saint-Étienne. Dans la Loire, dans le Forêt. En plein à Saint-Étienne. J'ai trouvé très sympa d'ailleurs. J'ai été bien accepté comme Lyonnais à Saint-Étienne et effectivement, ça s'est très bien passé. Et je me suis fait beaucoup d'amis, des Stéphanois avec qui encore j'ai des relations. Voilà, alors pour camper la présence physique et charnelle de nos auteurs, donc ils se sont présentés, je vais vous proposer d'entendre quelques notes de musique. Non, il veut pas, Bernard, il veut pas me envoyer quelques notes de musique. Eh bien, tant pis, c'était pour dire bonjour à notre ancien président qui est venu saluer. Voilà, bonjour. Alors voilà, qui nous annonce d'ailleurs que nous suivrons prochainement le premier festival de littérature étrangère dossier qui va se faire à Lyon dans quelques mois. Voilà. Voilà, donc on fera un studio, tout ce qu'on veut. Voilà. La vie sur clair. Merci du passage de Patrice. Peut-être que Bernard va nous trouver quand même une petite musique. Oui, il va nous trouver ça. C'est extraordinaire. Ça vit beaucoup ce soir au studio. C'est très vivant. Voilà, donc nos 2 auteurs, Jean Ducrot, Gérard Potiron, ouvrez bien vos oreilles, 2 notes de musique et après on attaque sur les romans et les scénarios. Voilà, donc si tous les appareils marchent ce soir, si on n'a pas de soucis, on aura... Après notre ami Eddie Mitchell, nous revoici atterri, je dis atterri parce qu'il y a beaucoup il y a un aérodrome dans l'histoire du roman de Jean Ducreux. Ceci, mais issu d'une immigration beaucoup plus tôt dans la région, c'est-à-dire les Polonais de Roche-la-Molière, en fait, quoi. Hein. Et ces 4 points de vue, ces 4 personnages, ces 4 points de vue me permettent d'avancer très très vite dans l'histoire. Il s'appelle Tadeusz. Comme Tadeusz Kantor, le grand. Ah oui, voilà, très bien. Ouais. On a une émission de théâtre ici aussi. Ah, très bien. Oui. Donc ces personnages, et votre idée de livre, parce qu'elle est un peu complexe, elle est venue comment? Elle était toute prête avant de commencer, avant de faire ce quadrillage ou... En fait, ce qui s'est passé dans les faits, c'est que j'ai assisté à un accident qui aurait pu être mortel, et je crois que j'en ai conçu une certaine culpabilité sur le moment, en me disant, mince, est-ce que j'aurais pas pu faire quelque chose? Je sais pas très bien ce qu'il était devenu et c'était vraiment mon point de départ. Alors, donc, initialement, j'avais fait de ce personnage du héros qui n'en est pas un personnage assez noir. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais pas envie, dans la période de ma vie où je me trouvais, de faire quelque chose de noir. Bien au contraire, je voulais faire quelque chose de lumineux. Donc c'est tout le contraire d'un polar noir. C'est un polar lumineux, je crois. C'est un polar plein de lumière. D'ailleurs, il se passe dans le ciel, on vole, on saute en parachute. Il y a beaucoup de vent dans certains chapitres, etc. Donc, il y a de l'amour, il y a de la fraternité. Il y a de l'amour et de la fraternité. Oui, c'est un polar d'amour. C'est assez inhabituel, je crois. Oui. Oui. On a 2 polars d'amour ce soir. On verra avec celui de Gérard Potiron. D'accord. Donc là, vous êtes parti. Alors, André veut poser une question. Oui.
j'entends un écrivain qui est très organisé. Ouais. Pas Flaubert, mais presque, enfin des fiches, enfin bon, en tout cas quelque chose de très organisé. Beaucoup d'écrivains tiennent ce discours. Et un certain nombre le tempèrent en disant oui, mais à mesure que j'écrivais, mon personnage a pris une autre dimension et finalement il m'a échappé et finalement je lui ai fait dire des choses ou il a fait des choses que je n'avais pas du tout prévues. Est-ce que c'est arrivé? Vous êtes complètement dedans. C'est-à-dire qu'entre mon outline initial en 10 chapitres et le résultat final, il s'est passé tellement de choses. J'ai des personnages qui ont évolué parce que, au contact les uns des autres, mais alors, psychologie se modifiait. Par exemple, j'ai un gendarme qui devient jaloux. Ça, j'avais pas prévu initialement. Dans mon plan, le gendarme n'était pas jaloux. Ça se passait tout à fait différemment. Également, la conclusion était légèrement différente. On arrivait quand même... on a cet homme-là qui tue dans le prologue. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais un why done it. C'est-à-dire, pourquoi l'a-t-il fait? Il y a le who done it, qui l'a fait, à la Agatha Christie. Et là, le why done it, pourquoi est-ce que ce type-là a-t-il tué et qui était sa victime? Et on met longtemps dans votre livre à savoir pourquoi. Et on met très longtemps à savoir pourquoi. Oui. Bien au-delà de certaines chutes. C'est pour ça que c'est très en haleine parce que, en fait, vous avez des rebondissements très inattendus tout au long du livre. Voilà, c'est ça. Ce que j'appelle moi des rebondissements. Il y a un ami hier qui passait à la maison et qui a bien aimé le roman m'a dit mais certains ne sont pas des rebondissements, mais de simples révélations. Alors, je ne sais pas où est la frontière entre la révélation et le rebondissement, mais c'était assez intéressant. Et c'est comme on est dans un polar, donc il y a une enquête qui se poursuit tout le temps. Voilà. Mais c'est une enquête qui, initialement, pourrait ne pas démarrer, en ce sens que, en fait, ce type-là, tue quelqu'un, mais les apparences font que on considère qu'il a essayé de le sauver. Il va lui-même à l'hôpital. Et dans le premier temps, les gendarmes décident de classer l'affaire, puisque pour eux, il n'y a pas de crime. Il y a une mort accidentelle, c'est tout, quoi. Mmh. Et au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, pour des raisons assez personnelles quelquefois, eh bien, on s'intéresse de plus en plus à la figure de ce héros, et jusqu'à, je peux pas révéler tout ce qui se passe, mais jusqu'à ce qu'on s'interroge quand même sur son compte, quoi. Alors, on démarre sur cet accident, qui est d'ailleurs, je crois, en page de couverture, pas sur ce livre-là, sur votre livre dans le commerce, il y a une voiture, un feu. Une voiture en feu, voilà, oui. Une voiture en feu. On parle là-dessus. Et là, on va être dans les rouages entre la police, le parquet. On suit quand même une enquête policière ordinaire. Enquête policière, mais qui peut pas être aussi précise que celle de mon collègue, parce que moi, je ne suis pas gendarme. Donc, tout ce que j'ai pu apprendre des procédures de gendarmerie, des procédures notamment électroniques, etc., de recherche électronique, je l'ai appris par Internet essentiellement. Et donc, j'attends avec impatience que le commandant du peloton de la brigade territoriale de Saint-Symphorien me dise là où j'ai faux, quoi. Oui, j'entends des petites rivalités entre la gendarmerie et la police, territoire. C'est voilà, vrai, c'est pas vrai. Ça peut exister. Ça peut exister. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que ça pose d'emblée avec les personnages les rapports entre l'information, la presse, les faits divers, la presse qui circule, toutes les informations. Puisqu'on a deux personnes qui sont des journalistes de la Tribune Le Progrès. De la Tribune Le Progrès, à la gare de Châteaucreux, donc le nouveau bureau sur l'esplanade, pas au centre-ville comme autrefois. Oui, tout est bien là. Elles ont des rôles un peu bizarres, ces journalistes, parce que du jour au lendemain, on les retrouve chez Gérard Collomb, puisqu'entre-temps, il y a eu... Alors, il y en a une, effectivement, qui est dépêchée à Paris de manière à ce qu'elle mette moins son nez dans l'affaire du héros. Ouais. Et à Paris, elle va rencontrer Pénigaud et Gérard Collomb. Et Gérard Collomb lui trouve une mine absolument défaite et lui dit reposez-vous, Pénigaud va vous manger tout cru, quoi. Donc, c'est assez... On est vraiment dans l'actualité locale et politique. J'espère que M. Collomb ne me reprochera pas les quelques paroles que je lui fais prononcer. Voilà. On va peut-être lire la présentation du personnage de Loubtin. C'est André qui va la lire. Loubna réajusta sa queue de cheval à mi-hauteur et regarda le bureau désert et sombre autour d'elle.
Les veilles de 14 juillet étaient toujours meurtrières. Devait-elle ajouter un sinistre accident mortel sans saveur et sans empathie déclarée à la longue liste de tous les autres, ou bien magnifier ce qu'elle avait sous la main? Aussi, plutôt que de rentrer chez elle, elle se remit à l'édition de son fait divers pour qu'il devienne plus exemplaire et moins prévisible. Lubna Amasri était une idéaliste. Elle était impatiente et avait l'énergie pour déplacer des montagnes si elle l'avait pu. Elle était belle, avec ses cheveux de jais et sa peau mate, et savait en user et en abuser. Elle était à moitié beurre, et savait s'en servir également quand les circonstances l'exigeaient et qu'elle pouvait en tirer profit. Sinon, elle restait sur son quant à soi et observait le monde, alerte comme une joueuse d'échecs qui doit planifier son prochain coup dans une partie de blitz ou comme un serpent qui attend le moment de fondre sur sa proie. Elle était froide, mais de ces froideurs prêtes à incendier le monde. Sa détermination cachait une passion brûlante. Alors, vous la reconnaissez, Lubna? Oh, je la reconnais bien. Et puis, je pense qu'elle est magnifiée encore par votre diction, donc c'est chouette. Oui, ça, c'est le théâtre vivant, le spectacle vivant, quand on entend les choses, comme votre roman passe au théâtre, comme vous remarquerez dans l'actualité théâtrale, je l'avais préparé là si on avait le temps, c'est qu'il y a énormément de romans qui sont transposés au théâtre en ce moment à Lyon, hein, de Marguerite Duras à Gilles Granouillet ou autres, donc de tous les écrivains. Ces mots qui sont sur le papier, ils sont vivants. Oui, c'est vrai, c'est merveilleux. Ouais. Alors Lubna, donc effectivement dans votre livre, il y a beaucoup de gens qui ont des origines d'ailleurs. Oui, c'est la société française qui est un peu bigarrée. Moi-même du Creux, je suis prétendument gaulois, mais en fait du côté de ma mère, je suis plutôt scandinave, viking. C'est pour ça que je suis allé vers des études de scandinave et d'anglais d'ailleurs. Et on est tous... Je pense que le métissage est une richesse, donc... Oui. Et je trouve que c'est intéressant dans ce livre, parce que les personnages, on les côtoie au quotidien, en particulier les deux gendarmes, les deux journalistes, et on se rend compte de ça, puis on oublie les origines, ça revient un petit peu sur la cuisine, sur... oui, mais ils sont tous français. J'ai un gendarme obsédé par la cuisine, j'ai un deuxième gendarme, donc le beurre, qui lui est un beurre atypique, puisqu'il est écolo. Et ça, personne ne l'avait fait encore. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on pourrait... votre histoire d'amour, elle s'est construite d'avance, un petit peu, avec ce... C'était pas prévu. La rencontre entre une journaliste qui rencontre un sujet, puis qui tombe amoureuse, folle de lui, c'est pas forcément... tous les jours, sinon on pourrait plus travailler. Non, il faut vraiment être très très idéaliste. J'ai fait une thèse de doctorat sur les super-héros américains, et là on retrouve une sorte d'allégorie qui montre que non seulement la silhouette du vengeur des années 70 à la Charles Bronson, etc., n'a plus cours aujourd'hui, et par ailleurs que les héros sont très fatigués et qu'ils sont amenés à disparaître. Donc on a plutôt affaire à une société française actuelle, parce que il y a une cyclicité dans tout ça, ça bouge. Une société française actuelle qui est très bigarrée, arc-en-ciel pour utiliser un mot à la mode. Et c'est ce dont j'ai essayé de rendre compte, quoi. Alors une chose m'étonne un peu dans votre livre, c'est certains milieux interlopes que vous avez proposés. Je dis interlope, je ne devrais pas, mais la personnalité de la victime en particulier, c'est un cardiologue. Maintenant, je ne vais pas regarder mon cardiologue de la même façon maintenant que j'ai lu votre livre. Mais vous avez deux cardiologues dans le roman. Oui, c'est vrai. Vous en avez un qui a la partie belle tout de même. Hein. Oui, alors là, je me suis pas aventuré très très loin, parce que sur ces terrains-là, sur le sadomasochisme et des choses comme ça, mon expérience n'est pas énorme, et par conséquent, je joue beaucoup sur le non-vu. Hein, et les choses sont dites, sont vues, mais à travers certains prismes. On arrive après l'événement, notamment dans la conclusion, et je ne pouvais pas décrire des choses que je ne connais pas. Mais vous avez quand même rentré... Il y a un petit peu du sexe, un peu des choses de l'érotisme dans votre livre. Par moments, il y a des petits passages
Ah, entre Lubna et son héros. Non, pas, aussi, mais ben, les autres, les deux Brésiliens, tout ça, il y a un milieu quand même un milieu parallèle, non? Mais c'est pas des gens que je rencontre tous les jours, c'est pour ça que je me... Non. C'est vrai qu'en fait, oui, j'étais pas parti sur ces bases-là dans mon outline non plus. C'est un détail, et pour être franc, j'avais le personnage de la veuve dans le chapitre 2, et je relisais le chapitre 2, et ça ne fonctionnait pas, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai tout modifié, et j'en ai fait, qui vous savez? Une drôle de femme. Une drôle de femme. Si on peut dire femme. Voilà. Et donc là, ça a donné un surcroît d'intérêt à ce personnage, qui n'était qu'une garce assez désagréable dans mon outline. Mais vous savez, les garces assez désagréables, ça fait pas recette, quoi. Alors que... elle est assez décalée, quand même. Ouais. Elle est assez décalée, on va dire. Il y a beaucoup de fantaisie dans votre livre. C'est-à-dire, oui, c'est aussi une dimension qui m'importe à moi, c'est-à-dire l'humour. Il faut vraiment que je rigole un peu, que j'ai du plaisir. Et ce que vous ne savez pas, c'est que il y a un grand nombre de personnages, il y a une bonne douzaine d'amis à moi qui figurent dans ce roman. Oh là là, alors là... Mais ils le savent. Je leur ai demandé l'autorisation, je lui ai dit tout va bien. Par exemple, j'ai un pilote d'avion qui s'appelle Domenico Rosso, et dans la vraie vie, il s'appelle Dominique Roux, et c'est un ami d'enfance. D'accord. Donc là, j'ai beaucoup rigolé en décrivant un personnage, en faisant un petit peu le contre-pied de ce qu'il est réellement. Oui, parce qu'on voyage beaucoup dans votre livre, en particulier, il y a des milieux, quoi. Il y a des milieux et vous les approfondissez bien. Donc, le terrain l'aérodrome de Boutéon, c'est ça? Oui, non, c'est pas Boutéon, c'est Chambéon. Chambéon, c'est un tout petit aérodrome avec une piste en herbe, hein. Où j'ai fait mon baptême de l'air avec mon pote Dominique Roux, justement. Et oui, mais c'est-à-dire que je suis allé sur place, j'ai pris des photos, tout ce qui est décrit là-dedans est véridique. Le nombre d'avions qu'ils ont, les ULM, etc., tout est véridique, quoi. Alors, une enquête qui Je voulais une certaine vraisemblance. Oui. Au fur et à mesure des pages, il y a des choses qui se révèlent. On peut pas les révéler parce que c'est... Ah oui, ça gâcherait un peu. Mais qui tournent autour de l'identité des personnages. Oui, c'est très complexe. Tout à fait. Les identités sont très complexes. Aussi bien d'ailleurs quand... en matière policière, quand une personne brûle, c'est ça. On ne sait pas qui vraiment a disparu. Et c'est un petit peu tout ça. Il y a cette disparition dans votre livre qui accompagne tout au long. Oui. L'interrogation, parce qu'au début, on ne suit pas, quoi. On va le savoir jusqu'à la fin. Les problèmes d'identité avec dans les familles, oui, quand il y a des fratries importantes, qu'il y a des alliances entre les frères et sœurs, puis des ressemblances, enfin bon, tout ça, que la police scientifique met à jour ou pas. Enfin, on est vraiment dans une recherche quotidienne dans votre livre de toutes ces choses-là. Pour arriver à une scène magnifique que je voulais lire, mais vous voulez pas parce qu'elle est trop belle. Elle se passe justement sur l'aérodrome. Au-dessus, oui. Qui est, je crois, une métaphore de votre livre avec cet envol. Tout à fait. Cet envol, ces personnages qui planent, qui rêvent, qui vivent ou qui meurent, puisque c'est un petit peu tout ça en même temps. Il y a quand même quelques morts, bien sûr. Une métaphore des événements de la vie. Oui. Voilà. Bon, on parlait tout à l'heure tous les deux, c'est pas un polar noir malgré tout. Il y a plein de lumière quand même dans ce... Et puis vous le terminez par une sorte de voyage initiatique quelque part. Hein. Donc là, avec des jeux, c'est-à-dire certaines scènes précèdent d'autres. Oui, c'est assez déroutant peut-être, non? Non, c'est assez agréable parce qu'on est dans une phase finale que même si des choses s'arrêtent, elles peuvent continuer par une quête personnelle ou pas. Donc il y a vraiment un peu tous ces aspects dans votre polar. Voilà. Merci. C'est pour ça que moi qui n'aime pas trop les polars, je l'aime bien. Voilà. Très bien. C'est un polar d'amour, c'est pour ça. C'est un polar d'amour, mais pas seulement. Oui. Okay. Alors, j'aurais voulu qu'on lise un texte, mais André a encore une question technique peut-être. Non très technique. On voit à quel point ce livre est abondant. Il a demandé beaucoup de documentation. C'est quand même l'affaire de plus de 200 pages. Ouais. Combien de temps au total pour écrire un bouquin comme ça? Ah, alors... enfin, de temps avéré, parce que... Oui, bien sûr. La gestation de l'intrigue a pris
Environ 9 mois. Mais ça incluait donc une certaine recherche, c'est-à-dire des lieux, des choses comme ça. Et la rédaction a pris un peu plus de 3 mois. C'est-à-dire qu'une fois que je savais où j'allais, j'étais un peu... ça me rassurait quand même beaucoup, quoi. Simplement, le fait de sauter, de ne pas traiter les chapitres dans l'ordre, je crois que ça m'a permis de donner, en fait, à ce roman un peu plus de force, à savoir l'épilogue et la conclusion dans un endroit qui n'est pas près d'ici. J'ai mis quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de ressenti, et ce qui fait que parce que je sentais que j'avais la pêche, n'est-ce pas, sur ces chapitres-là, et que finalement sur des choses un petit peu plus négligeables, comme par exemple un interrogatoire, ben j'ai fait en dernier ça. Donc et c'était parce que j'avais dans l'idée tout de suite de faire les interrogatoires sous forme de dialogue avec très très peu de description. Donc le dialogue me ramenait au scénario où c'est assez instinctif, quoi. Et vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi le chapitre 7 par exemple demandait moins de soins que la fin. Dans le chapitre 7, c'est celui où il y a l'interrogatoire. Oui. Et où on voit notre héros gendarme oui. Avoir des intentions quand même particulières vis-à-vis de la personne qu'il a en garde à vue. Oui. C'est-à-dire qu'il voudrait tout de suite le faire partir, de préférence, pas à la Tolodière, c'est trop près, oui. à Saint-Quentin-Falavier. Il veut l'éloigner. Il veut l'éloigner de Saint-Étienne, et pour une raison qui apparaît assez clairement dans le roman. De jalousie. Il n'est pas ce qu'il est, c'est la jalousie. Mais alors, du coup, peut-être que c'est Gérard Petiron qui va nous lire cette scène du 7-1 tous les deux. Voilà, ou je sais plus, choisissez. Il est tellement bien. Ah, il est tellement bien. Débrouillez-vous. On va entendre cette scène et puis Gérard Petiron nous dira si elle est crédible au niveau de la... C'est la 7-1. La 7-1. Voilà. La 7-1. C'est long, hein. C'est long. Non, on peut aller jusque-là, jusqu'au bas de la page. Les deux pages. Ouais. Voilà. Alors donc, vous avez tous bien compris, le roman de Jean Ducreux, le héros de la RD 311. 7-1. Nous avons deux comédiens improvisés ce soir pour lire ce chapitre. Un interrogatoire de police. On commence. Carvalet s'incita à la chaise que lui tendait Tad, lequel resta debout. J'imagine que vous demandez pourquoi on vous a demandé de passer, après la couronne que vous avez tressé la presse. Un peu, oui, fait prudemment Carvalet. Ce que la presse ne sait pas, c'est que nous avons versé du nouveau dossier. Elle ne le sait pas parce qu'on ne lui a pas dit. Vous semblez avoir une relation suivie avec la presse. Très suivie, oui. Je sers la presse au plus près. C'est mon boulot d'officier de police judiciaire. Vous pouvez en venir au but en cessant de filer la métaphore ? Très bien. Luc Carvalet, je vous signifie présentement que vous allez être placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier. Je sais que vous aimez la région lyonnaise. Ça va vous faire plaisir. Mais attendez, mais pourquoi ? Pour homicide volontaire sur la personne de Jean-Marie Propt. Ah, alors je vais me poser ma question. Comment ? Tiens, finalement, vous ne teniez pas tant que ça à ce que j'aille droit au but. On aurait pu commencer par des questions d'abord. Très bien, allez-y. Connaissez-vous Jean-Marie Propt ? Non. Saviez-vous qui il était ? Pourriez-vous préciser la question ? Connaissiez-vous son existence d'une quelconque manière ? Oui. Laquelle ? Ma mère a consulté chez lui il y a 10 ou 12 ans peut-être. Votre mère est cardiaque ? Était. On dirait que ça s'est amélioré avec l'âge. Elle prend du carvedilol à petite dose. Votre mère a-t-elle été victime d'une erreur médicale ou toute autre faute ayant entraîné la détérioration de sa santé physique ou mentale ? Ou mieux, son contact avec le docteur Propt lui a-t-il été néfaste qu'une quelconque manière ? Pas à ma connaissance, non. Tad garda sa position supérieure. Il avait espéré établir un rapport par la maman Carvalet. Il fallait qu'il trouve une preuve infaillible pour envoyer Carvalet en détention. Et surtout, pour qu'il y reste le plus longtemps possible. Jusque-là, il n'avait même pas matière à garde à vue. Voilà. Merci. Un interrogatoire de police qui a l'air d'aplomb, Gérard. Ah oui, tout à fait. Tous les interrogatoires, bien sûr, ne se ressemblent pas. C'est quel but on peut avoir, qui on interroge. Ça peut être un témoin, mis en cause, un complice. Donc, chaque interrogatoire
en fait, compte, est individuel et particulier, et s'adresse à une personne à elle seule. Donc l'auteur Jean Ducreux a bien retranscrit alors. Oui, alors Oui. l'interrogatoire, effectivement, c'est une manière d'arriver à établir la vérité. Et il faut savoir si au départ on a des éléments ou non pour y arriver. Donc après, c'est un problème de psychologie, de ruse, de manipulation, et puis aussi de confiance, parce que ça m'est arrivé aussi d'avoir établi une certaine confiance avec la personne que j'interrogeais, et qui soit venue aussi à parler, quoi. Mhm. Voilà. Voilà, donc on va laisser le roman de Jean Ducreux qu'on a cité et repartir justement avec Gérard. Peut-être qu'on va entendre une minute de musique, peut-être, si on en a une, pour séparer bien les deux livres. Oui, on va écouter Annie Warhouse. Voilà, soirée polar avec nos invités. Alors maintenant, c'est Gérard Potiron qui va nous parler de ces deux polars, parce que lui, il a accouché de deux polars. Le plus récent, donc c'était il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans, Ouais, peut-être. 2 ans, ouais. C'est La vie devant Une vie devant toi. Une vie devant toi. Ça me fait penser à l'autre titre similaire. Alors, Gérard, c'est un policier avec des intentions très humanistes, en fait. Oui, effectivement, le personnage, un des personnages principaux, donc Steph, c'est lui qui a tout perdu dans la vie, donc perdre son emploi, la mort de son ménage, de son couple, et donc il va être pratiquement proche de la cloche, quoi. Et il va rebondir, donc grâce à des rencontres, bien sûr, qui va lui permettre de rebondir et de renaître, mais aussi grâce à une affaire policière qui vient un peu en parallèle se greffer là-dessus, et lui donner un peu une nouvelle passion, un nouvel espoir, et puis aussi de trouver dans la vie des choses bien plus belles, découvrir aussi un certain bonheur. Alors, une affaire à la lyonnaise, c'est-à-dire? Alors, une affaire à la lyonnaise, je me suis inspiré un peu. C'est vrai que dans la Lyon, il y avait beaucoup de braquages de fourgons blindés, et que c'était une spécialité à l'époque. Et donc, il y a eu aussi le fameux détournement de fonds, mais là, c'est plutôt des braquages, avec des bandes très organisées. Et c'est vrai que tous ces butins qui tournent, à un moment donné, ben voilà, ils vont permettre un jour de faire le bonheur de certains. Voilà, donc l'enquête policière, elle va aller, je crois que c'était avec la découverte d'une cache ou d'un truc Voilà, comme ça. d'une cache, ouais, d'une cache. Enfin, tout c'est une bande organisée, avec un réseau bien particulier, blanchiment d'argent, comment l'argent liquide va rebondir sur la drogue, sur l'immobilier, sur les achats de boîtes de nuit ou de bars, restaurants, comme ça se fait beaucoup. Hein. Mais aussi, ça va permettre aussi à des gens souvent, dans le dernier braquage de fourgon, il y avait 2 millions qui avaient disparu. Donc c'était le détournement plutôt de fonds. J'ai espéré que ces 2 millions peut-être peuvent servir à quelque chose d'autre qu'on malfera. C'est dans la vie ou dans le roman? Alors, dans la vie, c'était l'affaire... L'ONIS? L'affaire de l'OMIS, des transferts de fonds, qui n'était pas un braquage, c'était un détournement par un employé. Et c'est vrai qu'il y avait 2 millions qui avaient pas été récupérés. Et moi, ces 2 millions dans le roman, je leur trouve une place, un emploi. Voilà. Voilà, ça c'est l'humaniste, idéaliste aussi. Ouais, voilà. Donc ça, c'était le dernier roman. Et puis le précédent qui a valeur un peu d'exemple, parce que quand tu l'as écrit, c'était avant le 11 septembre. Et ça parle du terrorisme à ce moment-là et des circuits, tout ça. Et là, tu avais vraiment, je ne sais pas comment tu avais travaillé ton projet. C'était très complexe aussi de parler de tous ces réseaux. Alors, au départ, j'ai voulu un peu réfléchir sur le terrorisme et ce qu'il y a dessous, c'était l'emploi de la violence et qui, en fait, engendre des violences, quoi. Donc, c'était le but, c'était ça. C'était le conflit israélo-palestinien. Et donc, toutes ces violences qui n'ont pas de fin. Et j'ai dit qu'un jour, c'est vrai que les choses entre deux gens qui sont empreints d'une conviction différente, qui sont ennemis, peuvent amener à se rencontrer, échanger, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vient dans la vie leur apporter une rupture et leur permettre de voir la vie sous un autre angle que la violence
et le besoin de détruire les autres. Voilà. Donc c'était un peu cela, c'est que les gens peuvent changer. Ouais. A priori aussi en Israël, il y a des associations qui accueillent des Israéliens et des Palestiniens, enfin d'obédience aussi, qui ne sont pas dans cette histoire de conflit qui ne finit pas d'ailleurs. Donc c'est une démarche civile qui existe aussi, cette réunion. Voilà. Puis il y a eu plusieurs auteurs, plusieurs livres qui ont écrit sur la bouteille et la mer, je crois, de Gaza. Je ne sais pas si tu l'avais vu, c'était un petit peu ce thème-là aussi. Voilà, qui était mis en scène par le théâtre de Fézin. Donc, la mort des faucons. Comment tu as construit Alors, la mort des faucons, j'ai travaillé un peu dans l'enseignement, donc je savais un peu comment on pouvait aborder certaines actions et comment on pouvait avoir un impact dans la réalité sur les factions, on va dire, entre parenthèses, ennemies, par la manipulation, etc. Et j'ai imaginé qu'on pouvait faire une sorte de piège contre des terroristes. Et qu'il y avait une sorte une réunion parallèle d'agents secrets qui pouvaient se dresser en dehors de leur propre service contre le terrorisme en les piégeant d'une manière. Et mon auteur a été un de ceux-là. Et heureusement ou malheureusement, il a rencontré quelqu'un qui l'a fait changer et qui lui a donné une autre vision. C'est pour ça que le titre, par lui-même, La mort des faucons, de faucon, il est devenu peut-être une colombe, mais je sais pas, mais de faucon, il est descendu de son ciel et de son bec, il a laissé tomber son bec et ses serres, et il est redevenu un peu lui-même, c'est-à-dire un homme. Voilà. Tu avais préparé un portrait de Nora, non? Voilà, j'ai préparé un portrait de Nora, d'une femme qui est un peu son égérie dans le roman. Et elle aussi, elle abandonne un peu ses convictions. Donc c'est un peu un roman d'amour aussi. Voilà. Donc en parallèle, en miroir avec notre auteur précédent, on va encore trouver une femme qui va manifester. C'est bien de temps en temps. C'est bien, mais pas seulement dans la littérature, dans la vie aussi. Oui. À partir du mail. Voilà, c'est André qui va faire revivre Nora, un des personnages de La mort des faucons. C'est pas Nora, là. C'est pas Nora, là. Voilà, on a perdu Nora. C'est Dan Costello. C'est Dan Costello et Nora. Mais on va y retrouver ces deux personnages très attachants de ce roman de Gérard Petiron. J'ai trompé de roman. Il n'a pas pris le bon livre. Gérard s'est candidaté le vendre, ces policiers. C'est palpitant, hein, ces héroïnes qui se cachent entre les pages. Mais là, c'est violent. Tout se bousculait en elle. Sa volonté, ses capacités de réaction, tout était tombé en déliquescence. Elle n'arrivait plus à voir clair, à simplement terminer ce qu'elle avait décidé de faire, malgré les bonnes raisons et les convictions qui l'avaient poussée à venir ici, dans cette chambre, à s'y introduire illégalement, à se trouver armée, prête à supprimer un homme qui l'avait trahi en conduisant plusieurs de ses frères à une mort injuste. Elle avait vu son bras se baisser. Sa main avait lâchement abandonné sur le drap clair automatique au reflet d'acier. Elle avait senti son corps s'affaisser. Elle avait glissé sur le lit soudain glacé. Enfin, elle avait perçu sur son propre visage figé dans un rictus de douleur couler les larmes amères de la souffrance et de la honte. Voilà, encore un portrait intime des personnages et de ce qu'ils ressentent aussi. Oui, effectivement, là c'est vraiment les deux personnages centraux et qui sont unis à la fin, qui se retrouvent unis par le même sentiment. Mais ces deux personnages qui sont ennemis au départ, et un jour ils vont renoncer à leurs propres convictions, qui étaient pourtant, ils les avaient mis au plus haut chez eux. Et à un moment donné, ils ont renoncé parce que le sentiment et l'humanité qui est plus forte, les sentiments humains, les ont obligés à lâcher ce qu'ils avaient entrepris de faire.
et leur ont permis de voir la vie sous un autre angle. C'est-à-dire l'amour de l'autre et non la haine des autres. Voilà. Voilà, La mort des faucons, où il y a beaucoup de choses intéressantes aussi sur le trafic des armes. Je me souviens dans ce livre qui était avant, on était après la guerre de Yougoslavie, donc toutes ces armes qui sont disséminées avec Gérard a vraiment analysé les circuits, tout ça, oui, tous les circuits qui venaient de l'ancienne guerre, bien sûr, dans les Balkans, et toutes ces armes qui ont transité en Europe et ont alimenté beaucoup de trafic chez nous, c'est vrai. Oui, en particulier dans les pays du nord-africain. Oui, tout à fait. Voilà, et ce qui est devenu après, d'ailleurs, des choses plus graves pour nous, puisque le terrorisme. Tout s'est orienté autrement, après le 11 septembre. Voilà, donc des livres qui sont riches en enseignements. On a quelques minutes encore, et juste pour parler des 2 prochains livres, parce qu'on a très peu de temps, il nous reste très peu de temps. Oui, j'aurais voulu poser une question quand même à tous deux, parce que vous avez quand même passé tous les deux un long moment dans la gestation, l'écriture de vos livres. Est-ce que ça a changé quelque chose en vous, cette écriture, Jean? Pris au dépourvu, Jean. Ça m'a... Ce que j'aime aujourd'hui, ce que je n'avais pas avec mes scénarios, c'est une sorte de matérialité. Et je regarde ça d'un air presque étonné, quoi. Pour moi, ça a changé énormément de choses. C'est-à-dire que... Et pour mes amis aussi. C'est-à-dire, là, je suis tout d'un coup... Il y en a qui m'a dit « Oh, super, je connais un auteur maintenant. » Et donc, c'est un très, très bon sentiment. J'ai adoré le faire et je vais en faire d'autres. Voilà. Et Gérard? Alors moi, j'ai écrit par plaisir au départ. Et aussi parce que intérieurement, j'avais des choses à dire. C'est pas pour le plaisir d'écrire, parce que pour la force des mots, pour moi, c'est important. Et aussi parce que j'avais de la matière à dire. C'est vrai que je pourrais pas écrire quelque chose sur un sujet un peu plus léger. C'est vrai que des fois, mes romans, vu le métier que j'avais avant, sont un peu noirs. Il y a beaucoup des fois de personnages qui sont dans des profondeurs, un peu dans les noirceurs, et qui beaucoup c'est vrai, de meurtres ou de violence. Mais c'est vrai que c'est la vie que j'ai connue moi en tant que policier. Et c'est vrai que c'est pas tout. Comme j'ai dit, nous sommes sur une crête. Le policier, il est sur la crête, et d'un côté, il voit les deux mondes, quoi. Le monde des gens qui vivent normalement, puis des gens qui vivent avec leurs propres lois, et souvent c'est différent, et ça amène réflexion, et surtout c'est pas toujours tout rose. Voilà, alors les 2 prochains, je crois que vous êtes en préparation de 2 autres livres. On a 2 minutes, je crois. Combien on a? 3 minutes pour vous avez, c'est un challenge. 3 minutes pour parler de vos prochains livres. Très rapidement, pour moi, c'est devenu une série, c'est-à-dire que la série s'appelle Des crimes et des routes. C'est le tome 1, le héros de la RD 311. Le deuxième va s'appeler Le fantôme de l'A72. Il va se dérouler à Pont-Saint, à Feurs, à Lyon, à Saint-Thé, toujours un peu dans les mêmes sphères. Alors moi, effectivement, j'ai une écriture qui est beaucoup basée sur quelque chose un peu plus flou, où j'adapte mes personnages. Alors moi, c'est plutôt sur des faits du passé qui vont ressurgir dans le présent, mais de façon un peu plus, bien sûr, avec toujours de la violence, un peu de la jalousie, de l'envie, des règlements de compte, voilà, du passé qui va faire que le présent devient quelque chose de très délicat et très tendu. Mais vous faites la même chose, c'est des fantômes, alors? Vous avez tous les deux des fantômes. Oui, fantômes. Et là, j'entends Borodine. Et Borodine, pour moi, c'est ce que j'écoute à l'heure actuelle, parce que je viens de terminer le chapitre 3, et qui se déroule à Odessa, et dans toute cette zone-là, Yalta, etc. Et j'écoute ça en boucle. Quelle période? Odessa, quelle période? Maintenant, en fait. Maintenant. Odessa, il y a 20 ans, et puis aujourd'hui. Écoutez, on a hâte d'avoir la suite. Vous reviendrez nous les présenter? Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. On trouve vos livres dans toutes les bonnes librairies. Certains comptes d'auteur ou pas? Moi, je suis un compte d'auteur pour moi. On les trouve?
Alors on peut les trouver Fnac, donc Luciole, ouais. il faut en dire 3. Alors Fnac, Luciole, le 3e. Amazon. Amazon. Donc Amazon, pour moi, la Virevolte, faut demander Sophie à Saint-Paul, et puis même À Saint-Paul. Deux Citres Bellecour, à Saint-Paul-Lyon. Ah, Saint-Paul-Lyon, d'accord. Saint-Paul, oui. Et Deux Citres Bellecour au rayon Polar, mais là, ils le commanderont, quoi, voilà. Voilà. Si vous avez perdu les adresses, n'hésitez pas à téléphonez-nous à Radio Pluriel, envoyez un mail, on vous renseignera. Merci à tous de votre venue. Merci beaucoup. Merci Bernard pour la maestria